À coup de pourquoi. Écoutez bien. Ici, les spécialistes de la résilience, les survivants du cancer, vous racontez leur traversée, leurs chocs, leurs peurs, leurs espoirs et leurs choix face à cette maladie qui les transformera à tout jamais. Myriam, j'ai 33 ans, je suis mariée avec un petit garçon de 2 ans et demi. Je suis consultante formatrice ingénieure QHSE. J'ai eu un neuroblastome à l'âge de 1 an, donc un neuroblastome de stade 3. Bonjour Myriam. Bonjour. Merci d'être venue me rencontrer. Tu as publié un post par l'intermédiaire de LinkedIn qui a vraiment hyper cartonné et dans lequel tu disais que c'est pas parce que tu avais été malade et que tu avais des conséquences que en fait tu te cantonnais à ce qu'on t'offrait. Tu n'avais jamais voulu être réduite à ta maladie. C'était très intéressant. En même temps, tu vas parler de cancer pédiatrique, donc c'est quelque chose qu'on a abordé une fois dans Un coup de pourquoi, mais pas plus. Donc merci beaucoup d'avoir été aussi réactive. De même, c'est un honneur parce que effectivement, j'ai toujours voulu parler et rendre hommage avec tout le parcours que j'ai pu avoir aux médecins, au personnel soignant, à mes parents, à mes aidants, à mes frères et sœurs, à tous qui m'ont accompagnée dans cette longue épreuve, mais qui aujourd'hui m'a cousu un caractère, m'a forgé sur pas mal de choses. Et à mon tour aujourd'hui, j'aimerais aussi redonner la parole à qui est encore un peu méconnu, c'est vraiment le cancer pédiatrique. Parce que il y a peu de recherches par rapport au cancer d'adultes et effectivement il y a aussi de l'aide que je peux aussi apporter au travers mon expérience. On est au bon endroit au bon moment. Pour commencer dès le départ, c'est pas toi évidemment qui a vécu l'annonce de la maladie, ce sont tes parents puisque tu avais 1 an. Tu as dû certainement te poser des questions. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la maladie en fait? À 1 an, on est encore un bébé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors tout à fait. Alors déjà mes parents ils sont nés au Maroc, ils sont du coup une double nationalité. Et comme chaque année, on passait les vacances d'été au Maroc et donc ils m'ont accompagnée étant tout bébé. Encore une fois, j'avais à peine 6 mois quand ça s'est passé. Arrivée une fois sur place, j'ai eu une très très forte fièvre qui a dépassé les 42 degrés. Donc forcément, mes parents se sont inquiétés, ils m'ont emmené très vite chez le médecin. Le médecin m'a prescrit du coup une piqûre à faire. Et s'en est suivi des complications suite après cette fameuse piqûre. J'ai eu une grosse boule qui est apparue au niveau de ma colonne vertébrale, donc mon dos. Là, mon père s'est vraiment inquiété, enfin mes parents d'une manière générale. Donc du coup, ils ont appelé les services des assurances et ils m'ont rapatrié en hélicoptère en urgence, du coup en France, à l'hôpital de Poissy, puisque j'habitais à l'époque à Carrière-sous-Poissy, donc c'était l'hôpital le plus proche du domicile. Ils ont mis quelques mois à essayer de voir ce qui se passait avec les analyses. C'était un cas un peu particulier. Ils m'ont transféré donc du coup à l'Institut Gustave Roussy, qui était spécialiste donc du cancer. Ils trouvaient pas et ils avaient des pistes initialement que c'était pas normal et qu'il y a quelque chose qui allait pas. Et effectivement, du coup l'annonce est tombée à l'Institut Gustave Roussy. Ils ont annoncé à mes parents qu'effectivement c'était un neuroblastome qui prenait très vite, donc très agressif, et qui en plus prenait tout le rachis, donc de la colonne D9 jusqu'à L4 à peu près. Et du coup qu'il fallait tout de suite mettre en place un protocole d'urgence pour stopper, donc avec chimio et radiothérapie. Ça a été très très vite suite à cette annonce-là. Une fois posée, ils ont mis tout un service adapté. Alors à 1 an, Myriam, on marche à peine. Je sais pas si tu marchais, c'est ça? Alors moi j'ai marché à 9 mois. Ah Bébé, j'ai senti que j'avais cette envie de découvrir le monde et d'être curieuse par rapport à ça. À ce moment-là, cette annonce, on a 2 parents qui sont, je pense, très malheureux et stressés, c'est ça? Très stressée, oui. Est-ce que tu as une idée de leur discussion et Alors, effectivement, au début, pas trop, parce que déjà, ça fait peur. Ensuite, ils sont pas non plus sûrs à 100%. Les médecins, c'est des hypothèses. Sauf que là, il y a une urgence parce que c'était quand même arrivé à un stade 3. Il fallait stopper. Mais effectivement, on s'est posé après le diagnostic après la radiothérapie qu'il fallait absolument opérer puisque du coup, la radiothérapie m'a complètement tué ma colonne vertébrale. Quand tu dis tuer, ça veut dire L'os en lui-même a été défectueux et il fallait stabiliser ça pour ma croissance parce qu'en fait, au fur et à mesure que j'allais grandir, il y allait avoir plus de risques
risque que ma colonne vertébrale ne soit pas assez solide. Donc, il fallait impérativement opérer, mettre en place justement des plaques en béton ou des choses comme ça pour protéger ma colonne vertébrale pour la suite de ma croissance. 1 an, on met en place un traitement fort de chimio et de radio. Et ensuite, là, tu parles déjà de conséquences des traitements sur toi, sur ta colonne. Est-ce que tu peux nous raconter les grandes lignes de ton traitement qui va durer assez tard, puisque tu m'as dit que tu as été déclarée en rémission à quel âge ? 23 ans, je pense. On a 21 ans de traitement et de maladie du cancer. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter les grandes lignes pour qu'on comprenne bien ce qu'ont été tes 20 premières années ? Oui, alors la première étape a été cruciale, c'était à l'âge de 3 ans, stopper déjà le cancer, en tout cas de stopper sa propagation. S'en est suivi du coup la fameuse opération où clairement là les médecins étaient vraiment très pessimistes. Ils ont dit à mes parents qu'effectivement s'ils croyaient en Dieu, c'était le moment de prier parce que en fait j'avais que 4% de chance de survivre à cette opération, ou de survivre tout court. Et dans ces 4% de chance, j'avais que 2% de pouvoir potentiellement être du coup valide, parce qu'on touche vraiment au nerf. C'était de la précision, donc opération qui va durer 16 heures. Suite à ça, j'aurai tout un protocole de plâtre. À cette même époque, en fait, ma mère est tombée enceinte, a fait un déni de grossesse, est tombée enceinte ma petite sœur, donc c'était encore plus difficile à digérer et à faire en sorte, heureusement que j'ai d'autres frères et sœurs qui ont pris le relais. Et après, il fallait laisser le temps de grandir. Donc en fait, j'étais suivie à plusieurs hôpitaux. C'est pour ça que je dis que toute mon enfance, je les ai passés sur plusieurs hôpitaux. Pour la colonne vertébrale, c'était Necker. Pour la partie cancer, c'était Gustavo aussi. Après le plâtre et 1 an d'être alité, ils regardaient un petit peu mon évolution, qui était parfaitement normale. Donc j'ai pu rentrer totalement normalement en maternelle, ce qui était encore une fois un miracle, hein, et c'était sorti même de la part d'un grand scientifique et d'un grand professeur. Donc j'ai gardé le corset par contre au niveau du menton jusque très très bas au niveau du bassin, qui servait à protéger ta colonne, pour éviter forcément si je tombe il y a au moins un choc, et aussi de rester droite parce que en fait ça a créé une syphose et donc je devais le garder matin et soir juste pour la douche. J'ai dû l'enlever, et même pour la douche c'est un temps limité, donc j'ai toujours été habituée à ça, c'était ma normalité. Je vais à la maternelle, tout se passe bien, je rentre en CP. Et c'est à partir de la CE1 où là effectivement le professeur encore une fois me dit que là j'ai forcément grandi et que ma syphose s'est encore plus aggravée, et que là il faut encore plus mettre un protocole en place, donc une autre opération, une très très grosse opération, mais là du coup ça va être sous double greffe puisque du coup ils ont pris un os de mon tibia pour du coup me l'intégrer dans ma colonne vertébrale, et donc ça s'est joué sur 1 an de scolarité parce que effectivement c'était des allers-retours à l'hôpital, il y avait beaucoup de spécialistes à voir, c'est tout un suivi avant l'opération, donc opération qui a duré également 14 heures, assez complexe parce que du coup là à ces temps on réalise beaucoup plus. Ouais, justement j'aurais voulu te poser cette question de tes souvenirs commencent à partir de quand finalement? Alors très très jeune, moi j'ai une mémoire visuelle, je sais pas si c'était le cas pour tous les enfants ou pas. Même à 3 ans, je me rappelle exactement de la fenêtre, de la chambre, des odeurs, des images, même du visage, du corps médical, chaque infirmière, etc. Même les blouses roses avec les associations, etc. Pour les enfants, ça, c'est ça. C'est ça, exactement. Je me rappelle de tout. Pour me faire comprendre, mes parents, ils avaient un petit rituel. Donc, mon père m'emmenait un petit peu avant à Paris. On mangeait, des petits croissants. Il y avait tout un rituel derrière. Et donc, c'était ma normalité. Et effectivement, à 7 ans, par contre, là, je comprends un peu plus que ça va être plus compliqué dans le sens où forcément en plus la maîtresse m'a annoncé que j'allais devoir redoubler parce que j'ai manqué trop de jours d'école, et elle a annoncé ça devant toute la classe. Ça fait mal. Ça fait mal. Et donc à 7 ans, j'ai eu quand même les premiers on va dire moments de dépression, de doute en tout cas, parce que du coup c'est très compliqué de devoir pas être maître de son corps et de ce qu'on veut faire. Après l'opération, on est dans une équipe de soins, et
il faut changer de position toutes les heures. Donc, c'est-à-dire ventre, dos. Et après, plâtre. Là, ça a été 1 an de plâtre. Donc, effectivement, on peut quasi rien faire ou en tout cas, on est limité par nos propres faits et gestes. Et alors, quand tu parles de syndrome un peu dépressif déjà si jeune, c'est parce que tu te sentais exclu de tes camarades ou c'est parce que vraiment c'était dur, quoi, physiquement? En fait, c'est plutôt le rejet. C'est le rejet des autres. Je comprenais pas, en fait, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi pour être rejeté de tout le monde et même des corps enseignants, parce que du coup, forcément, en fait, ils ont une classe à faire tenir. Donc, ça a été assez compliqué à gérer émotionnellement parlant. Et à la suite de ça, donc là, t'arrives à 8-9 ans, c'est ça? Après ça? Exactement. Comment ça se passe? Scolarité, on va dire normale. J'essaye de reprendre comme si de rien n'était. En fait, c'était ma petite protection. Début collège, où là déjà je sens qu'il y a une différence puisque du coup on rentre encore dans la cour des grands, c'est un peu plus compliqué. Alors moi j'ai mon frère qui a 4 ans d'écart, donc à chaque fois il avait une année avec moi dans les écoles. Et j'ai la chance aussi d'être dans une petite ville, donc forcément tout le monde se connaît et le corps enseignant a été préparé par rapport à ça. Tout se passe bien. Je me crée encore une fois une nouvelle forme d'habitude. Et là, encore ton appareillage, oui, corset. Par contre, le corset... c'est quelque chose de très visible, en fait, hein. Je pouvais pas m'habiller correctement. Quand c'était l'été, c'était compliqué parce qu'il faisait super chaud. Je devais garder quand même un truc à l'intérieur. Et forcément, au collège, on est plus à même d'être un peu plus moqué par les autres. Par contre, j'étais beaucoup moins sensible dans le sens où je rigolais, je faisais comme si de rien n'était. Et du coup, je me concentrais plus sur mes études, sur mes cours, etc. Parce que je voulais surtout pas rater encore une année. Et lors de mon contrôle à 14 ans, là, c'est la douche froide puisque du coup, le professeur me dit de venir dans son bureau et il me dit en fait toutes ces années de corset n'ont servi à rien. Ça s'est empiré et qu'il faut encore une fois trouver une autre solution. Qui dit une autre solution dit opération. Et si je fais rien, du coup je vais garder encore plus de séquelles, c'est-à-dire que je vais pas réussir à pouvoir marcher parce que du coup c'est vraiment bas, donc au niveau des lombaires. Ça impacte sur ta marche. Là je me dis mais en fait toutes ces années de souffrance en plein été avec le corset où je pouvais pas jouer, je pouvais pas faire de sport, c'est très limité en termes de mouvement. Non seulement ça n'a servi à rien, et en plus je dois resubir encore une opération. Qui dit opération dit forcément encore des allers-retours à l'hôpital, des rendez-vous. En fait, on est comme une sorte de marionnette. Et en plus de ça, l'opération ne se passe pas comme prévu. 13 heures d'opération, ça de réveil. Et quand je me réveille, on me dit ma peau ne pouvait plus, n'arrivait plus à supporter du matériel chirurgical. Et quand je me réveille, en fait, il y a le médecin qui vient et qui me dit « Je suis vraiment désolée, l'opération ne s'est pas très bien passée ». Je pleure parce que je me dis non seulement le corset ça n'a pas réussi, l'opération ça n'a pas réussi, mais il faut quand même que je garde encore une fois le plâtre, tout ça pour voir si ça a fonctionné. Donc ils ont solidifié ce qu'ils avaient déjà mis auparavant. Et en plus, en de ça, ils m'ont dit que là, effectivement, on peut plus envisager d'opération puisque, en fait, ils ont fait vraiment le maximum. Du coup, 1 an, encore une fois, alité. Du coup, les professeurs ont bien voulu me faire l'école à la maison. J'ai fait les devoirs comme il se doit. J'ai travaillé 2 fois plus dur pour arriver à ça. Et arrive un moment où il y avait la fameuse sortie scolaire que je ne voulais surtout pas rater parce que chaque année, je pouvais pas le faire puisque du coup, il fallait un suivi particulier, etc. Ils n'étaient pas en capacité de pouvoir le faire. Donc, en fait, ils ont dit, OK, mais voilà, on va faire une lettre à vos profs d'école. Donc, c'était à Barcelone, en Espagne. Et du coup, j'ai réussi à être comme les autres. En fait, ils ont dit que c'est grâce à ça que, en tout cas, ma guérison à chaque fois était beaucoup plus solidifiée puisque du coup, j'avais un objectif et je voulais vraiment être comme les autres. Donc, du coup, j'ai participé comme je pouvais. Et puis, il y a eu un suivi jusqu'à mon lycée. Et dans mon lycée, ils m'ont dit, tout va bien, dans le sens où il n'y a pas de changement particulier, donc forcément, on touche à rien, et puis on continue comme ça en surveillance jusqu'à la fin du traitement. Au lycée, ce qui a été le plus marquant, c'est effectivement suite au post que j'ai fait sur LinkedIn, c'est qu'en fait, j'ai voulu en parler
de manière un peu plus libre et plus réfléchie et plus responsable à ma prof principale qui m'a tout de suite casé dans pourquoi tu es là. Et entre autres, pour elle, c'était une erreur de parcours vraiment et qu'il fallait que je fasse un niveau beaucoup plus bas pour éviter justement de me fatiguer. Suite à ça, moi, je me suis pas laissée faire. J'ai un peu pris la parole. Les autres profs m'ont suivi en disant que, non, j'avais 14 de moyenne générale dans les matières en plus scientifiques et j'étais très, très, très bonne. Du coup, ils ont dit non, on peut pas laisser partir parce que, juste parce que on n'arrive pas à gérer un handicap. J'ai réussi à avoir le bac, du coup. Et du coup, j'ai entamé mes études universitaires juste après. Du coup, j'arrive à encore une fois confronter à la maladie, mais d'un autre côté, puisque du coup mon papa qui m'a toujours accompagnée a eu un cancer de l'estomac qui s'est propagé, et du coup à mon tour d'être aidant. Et moi je me suis dit, si moi j'ai réussi à combattre cette partie-là, alors que j'étais pas totalement en rémission à ce moment-là, et j'ai grandi, je me suis responsabilisée et je me disais, tu vas y arriver, parce que moi, en fait, j'avais très peu de chances de pouvoir y arriver. C'était un peu un pilier pour moi. Grâce à toi et ton accompagnement, on a pu y arriver. Sauf que là, les médecins étaient vraiment très, 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 très pessimistes. Et même lui, je pense qu'il l'a senti. Il a voulu nous protéger, enfin, mes frères et sœurs et moi. Jusqu'au bout, il a gardé son sourire, mais effectivement, il est décédé le 17 mars 2012. C'est là où j'ai pris conscience qu'effectivement, ce que j'ai traversé, c'était pas une normalité et c'était quand même une grosse maladie à un stade bien avancé, mais que j'ai eu de la chance. Est-ce que parfois, il faut pas trop savoir la vérité, tu crois? Moi, je pense. À un moment donné, des fois, on a besoin de savoir. Mais c'est vrai que des fois, ça peut aider de pas savoir, parce que du coup, on va de l'avant. Si on le sait, ça peut nous mettre dans une espèce de dimension qui est pas favorable. Et là, les émotions, forcément, sont tout autres par rapport à ça. Et on préserve notre espoir quand on sait pas trop. Et c'est important, ça, l'espoir? Tant qu'il y a de l'espoir, on peut y avancer. Je voyais autour de moi qu'ils étaient super tristes et c'est pour ça que ça m'a donné aussi cette force de caractère, c'est-à-dire que je me disais mais pourquoi ils sont tristes? Moi je suis pas triste, enfin j'étais heureuse et du coup j'avais de l'espoir et je me disais en fait je vivais vraiment dans un cocon, dans un rêve et je me faisais ma propre histoire, je montais en scène, j'ai dit j'ai de l'espoir surtout en l'humain. En la vie, je sais que j'ai fait confiance vraiment aux médecins et je me dis si je suis là, c'est pour quelque chose, c'est pour être soignée. J'ai cette chance de pouvoir être soignée. Je sais qu'un jour j'y arriverai et que j'aurai ma place par rapport à ça. Dans ce que tu dis, on entend de l'espoir, on entend de la confiance et l'entourage, c'est ça? L'entourage a beaucoup joué. Ils ont toujours fait en sorte que je sois, une enfant comme les autres. Tout ça, c'est des choses que on a besoin pour la guérison. J'avais zéro limite quand j'étais jeune et du coup, ça m'a beaucoup inspirée, ça m'a beaucoup appris beaucoup de choses parce que je me dis, ok, mon corps ne suit pas, mais j'ai encore mon esprit et donc grâce à ça, j'ai vraiment, musclé mon cerveau pour faire en sorte et visualiser que je pouvais y arriver. Ça fait écho à un autre épisode que j'ai fait il y a pas longtemps de visualisation. Est-ce que tu peux nous expliquer ça un peu? Alors, juste une petite anecdote, c'est pas pour rien que j'ai choisi ce métier. Je suis très très forte dans l'analyse parce qu'en fait, quand j'étais petite, ça me gonflait tellement et je voulais pas être opérée que j'ai fait une sorte de prison break. En fait, je dessinais tout le circuit pour m'échapper de l'hôpital. J'analysais en fait les horaires de chaque infirmière, les visages, qu'est-ce qui allait se passer. Il y avait, en fait, on était dans une chambre avec une petite fille, à quelle heure venaient ses parents, etc. Et en fait, du coup, je visualisais et je schématisais. J'adorais le dessin. Et je disais à ma sœur, est-ce que tu peux aller me chercher, s'il te plaît, du coup, des feuilles, des crayons, des magazines, des choses comme ça. Ou alors, j'écrivais des histoires. Et dans ces histoires où je faisais, jouer un petit peu tout ce que j'aurais aimé être et que je pouvais pas faire parce que, du coup, j'étais alitée et coincée dans un lit d'hôpital très, très surveillé. Les sentiments et les sensations que tu avais, c'était comme si tu les vivais. Et ça, c'est vachement aidant, c'est ça? Ah, ça, c'est super important. En fait, moi, j'étais pressée de dormir. Pourquoi? Parce que même pour l'anesthésie générale, en fait, j'étais pressée d'aller dans l'anesthésie générale parce que dans mes rêves, en fait, je me concevais tout un monde. C'est vraiment la visualisation, c'est-à-dire se projeter, de dire c'est pas impossible. Si on peut pas le faire physiquement, sur Terre ou sur Terre, en fait je pouvais le faire dans mes rêves et c'était encore aussi beau et encore plus fantastique comme moi je le voulais et comme je le prétendais être. Et porteur de joie et d'espoir.
C'est ça. C'est ça. En fait, je vibrais le sentiment de joie, de sécurité. Ça, c'est super important. Et donc, tes ressources, en fait. Alors donc suite au décès de mon papa, donc il aurait pas voulu que je m'arrête ici. Donc du coup j'ai continué un peu en mode automatique. À la fin de ma dernière année d'études, donc MBA, donc suite à la photo là que j'ai publiée sur LinkedIn, j'ai eu le rendez-vous à l'Institut Gustave Roussy avec toute une équipe derrière. Juste après, c'est le trou noir, c'est-à-dire qu'en fait entre la pédiatrie et l'âge adulte, il n'y a pas de suivi. Et donc, du coup, je suis lâchée comme complètement dans la nature. Et c'était à moi de me battre pour avoir un suivi. Et c'est très compliqué encore aujourd'hui. Il y a une question qui me taraude toujours et que j'aime poser. Tu parles de rémission, donc c'est-à-dire rémission, ça veut dire on s'accorde pour mettre la maladie derrière nous. Parallèlement, tu as vécu le décès de ton père du cancer et tu m'as aussi parlé de sécurité quand tu étais petite. Où est la peur dans ton parcours? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu as encore peur? J'ai eu peur. Pas tout de suite. Je suis tombée naturellement enceinte, alors que normalement on m'a expliqué qu'il fallait tout un protocole. Encore un miracle. Encore un miracle. C'était la première qui est malheureusement décédée juste après. Donc elle s'appelait Inaya. Donc c'est ma première petite fille. Donc j'ai eu cette surprise-là. Comme je venais de déménager, je connaissais encore moins les médecins dans les Hauts-de-France. Et là j'ai été trimballée. Et j'avais un médecin traitant que j'avais trouvé juste à côté qui me disait non mais là vos résultats c'est pas possible, en fait il faut vraiment que vous puissiez consulter. Mais j'ai dit mais consulter où? Je perdais du sang, j'avais des vertiges, j'étais pas bien et à un moment donné j'ai eu une très 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 grosse fièvre. Donc je suis partie aux urgences à l'hôpital et j'avais très très mal au ventre et on m'a dit mais il faut arrêter de venir aux urgences, c'est n'importe quoi. Et moi je savais que j'avais quelque chose parce que si j'arrivais à ce moment-là et je connais mon corps, c'est qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas. Je l'ai su après. J'ai eu une infection et aussi un hématome rétroplacentaire et du coup qui a provoqué on va dire l'ouverture de mon col. Et encore une fois on m'a mis de côté parce qu'on savait plus dans quel service me mettre exactement. Je nageais dans mon sang. Et en fait, à un moment donné, ils m'ont dit, on va essayer de vous faire accoucher. Au moment où ils essayaient de sortir le placenta, ils venaient me dire, est-ce que vous voulez voir votre fille? Qu'est-ce que vous allez faire à la suite? Est-ce que vous voulez l'enterrer? Mais enfin, j'étais dans vraiment un monde où c'était très, très traumatisant pour moi. Quand on m'a réveillée, on m'a dit que j'étais à 4 d'hémoglobine. Derrière, j'ai eu des complications. Et en fait, comme il y a eu le Covid, on m'a dit non, c'est rien, vous inquiétez pas. Et en fait, on m'a pris pour une folle. Et donc, il fallait me mettre sous anxiolytique, etc. Sauf que moi, je ne voulais pas. Là, c'est à ce moment-là où j'ai eu peur, mais en même temps, avoir peur, j'ai voulu chercher le pourquoi. En fait, là, pour le coup, j'ai vraiment culpabilisé et j'ai eu double peine, c'est-à-dire que, en fait, j'ai fait le deuil de mon père, plus ceux de ma fille, et le deuil aussi de la capacité à tomber enceinte, puisqu'on m'a dit que suite à cet épisode-là, je ne pouvais plus du tout tomber enceinte. Ce qui m'a rattachée, c'est ma société, du coup, donc c'est mon entreprise que je me suis rattachée à cet objectif-là pour remonter la pente, puisque ça a été très, très compliqué. Je suis tombée dans une phase de dépression, plus. Et en fait, je suis tombée sur un médecin qui est génial, vraiment extraordinaire, je le remercierai jamais assez, qui m'a d'abord écoutée et qui m'a dit, vous êtes pas folle. Ce que vous avez eu, c'est pas normal. Et c'est, encore une fois, un autre miracle, puisque du coup, vous auriez dû mourir à ce moment-là. Mais moi, je crois, et vous allez voir que vous allez tomber enceinte. 3 mois après, il y a maman qui me dit, c'est bizarre. Tu devrais acheter un test de grossesse. Donc je lui dis mais c'est pas possible. Enfin, je commence à m'énerver. Tu sais très bien que c'est pas possible. Du coup j'achète un test de grossesse et je me dis je vais me venger. Il verra. Je vais le réveiller très tôt le matin. Il verra que c'est pas possible et qu'en plus de ça il m'a fait du mal. Je me réveille le matin. Je le fais un peu en automatique. Je me dis bon allez ça va être négatif etc. Et là je vois tout de suite la barre qui se met en positif. Et je me dis non c'est pas possible. Je refais un deuxième test. Et là pareil. Un deuxième trait mais vraiment visible. Et là, je crie. Je lui viens tout de suite. Il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, mais c'est positif. Il me dit, mais c'est pas possible. Je dis, si, c'est positif. Et je lui dis tout de suite, là, on va voir le fameux docteur, donc le premier gynécologue qui m'a du coup cru en moi.
et qui m'a dit que si un jour je tombais enceinte, il fallait tout de suite venir pour un protocole médicamenteux derrière et un suivi beaucoup plus avancé que d'autres grossesses. Donc je suis partie là-bas et en fait lui-même croyait plus en moi que moi je croyais à cette grossesse. Et en fait j'étais déjà à 3 mois de grossesse et donc s'en est suivi voilà toute une bataille pour ça, beaucoup de peur. Là par contre en fait depuis que j'ai perdu ma fille jusqu'à ce moment-là et même encore aujourd'hui, si je combats tous les jours cette peur-là, j'ai plus cette sécurité en fait que j'avais quand j'étais petite, tout est tombé à l'eau et en fait quand on est à l'âge adulte, on a tendance à un peu dénigrer les ressentis des personnes. Faut arrêter de faire la chochotte ou faut arrêter de faire ci, faut arrêter de faire ça, alors que pas du tout. Si je vous dis que là il y a quelque chose qui va pas, c'est que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc ton fils est né, on est bien d'accord, il va bien? Oui, tout va bien. Félicitations. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Sohan, qui veut dire l'étoile de la grande ours, et justement qui est un symbole de tout ce que j'ai pu avoir avec lui. Super. Et peur de quoi aujourd'hui? De mourir sans laisser ce témoignage. En fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaye de m'exprimer le plus possible. Parce que je me dis, en fait, si j'ai eu toute cette chance-là de survivre, je pense que c'est pas pour rien. Et que, en fait, j'ai peur de laisser, tant que je suis maman encore plus, de laisser cette vie-là à mon fils avec tout ce qu'il y a comme insécurité, j'allais dire, derrière. C'est vraiment la peur de souffrir. Souffrir psychologiquement, c'était encore plus dur que souffrir physiquement. On m'a dénigré la personne qui j'étais. J'ai perdu toute confiance en moi. J'étais vraiment dans un trou où j'étais toute seule. Pour le coup, c'est le pire. Il n'y avait plus d'espoir. De se sentir anéanti et sans espoir. Pour toi, qui a traversé énormément d'épreuves, pour toi, le pire, c'est ça. Je pense que c'était la pire période de ma vie. De vivre dans la peur, c'est horrible. Et je me dis, en fait, si c'est ça la vie, donc ça veut dire que mes rêves, depuis que je suis petite, ils sont faussés et potentiellement c'est peut-être moi qui a surestimé un petit peu ce qu'il y avait autour et alors forcément j'avais peur de ce qu'il y aura après la mort. Comment t'as déjoué ça, ce moment d'anéantissement? C'est en attendant ton enfant qui est né, une fois de plus, en bravant le sort? Le premier truc qui m'a rattaché, c'est vraiment mon projet entrepreneurial. Je me suis dit, en fait, je vais faire objectif par objectif. C'est comme ça que j'ai construit toute mon enfance, parce qu'en fait, j'ai un petit peu analysé. Et ensuite, une fois que j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis dit, en fait, je ne voulais surtout pas donner du stress à mon fils. Et je savais que porter la vie, j'espère ne pas porter la mort encore une fois, c'est très dur à dire, hein, les mots c'est très très touchant, mais je ne voulais pas porter la mort et encore moins de donner cette culpabilité ou ce stress à mon fils. Donc en fait, si toi t'es bien psychologiquement, je sais que tu pourras que mon fils sera bien aussi psychologiquement derrière. Du coup, mon fils est aussi très émotionnel, en fait, et je sais que il faut que je fasse d'abord un travail sur moi. En fait, je me dois de faire un travail sur moi. La reconstruction par le travail, c'est-à-dire aller bien toi, quoi. D'abord, en travaillant et en faisant ce travail sur toi, c'est ça? C'est ça, exactement. Je me suis cherchée, je me suis dit qui je suis. Et même, je me suis dit, ouais, tout le monde m'a connue avec la maladie, donc la pauvre, la fragile, etc. Et je voulais pas être cette personne-là. Je me suis dit, Myriam, elle a autre chose à donner. Et donc, grâce à ça, j'ai pu pallier à ce stress-là. Donc, j'ai reconstruit petit à petit, à plus avoir peur. Parce que j'en étais arrivée à un moment donné où j'arrive même plus à sortir de chez moi, en fait. Et je me suis dit, en fait, c'est que le travail qui va me sortir de là, de voir un peu les autres personnes, etc. Je vais te poser la question du podcast, Myriam. Tout à l'heure, j'ai entendu que tu as dit, j'ai eu peur et j'ai cherché pourquoi. La question du podcast, c'est pas ce pourquoi en un mot, mais c'est le pourquoi en 2 mots. Tu as traversé 1000 épreuves, Myriam. Est-ce que tu as mis un sens là-dedans? Est-ce que ça t'a transformé? Pourquoi, en 2 mots, toutes ces épreuves, à ton avis? Oui, ça m'a transformée. En fait, j'ai dit, OK, je dois vivre ces épreuves-là, en fait, pour justement aider les autres. En fait, c'est vraiment ma mission de vie et je suis quelqu'un qui partage beaucoup et qui souhaite aider. C'est vraiment dans mes valeurs. Et donc, je me dis, en fait, j'ai compris que si moi, j'étais capable de traverser ces épreuves qui sont assez difficiles, dans la vie, il y a des acceptations de différences. Il faut pas avoir peur de la différence. Il faut justement jongler avec et on peut construire un écosystème sécurisant. Et c'est ce que je fais aujourd'hui pour les entreprises en disant, il faut construire votre écosystème qui vous ressemble et qui va vous sécuriser malgré les changements, malgré les évolutions du marché. C'est parce qu'il y a une base solide. Et cette base solide, c'est se comprendre d'abord soi. Oui, ça donnait un sens et maintenant je sais pourquoi toutes ces épreuves et je dis merci à ces épreuves-là parce que du coup, ça fait de la personne qui je suis aujourd'hui.
pour transmettre, tu dirais? C'est résilience, transmettre, partager. C'est vraiment mes valeurs qui me correspondent le plus. Ce patrimoine que je laisse et que les autres vont laisser, c'est ça qui va faire l'avenir des autres générations qui vont arriver. Et c'est presque une mission. C'est vraiment la mission de vie. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Mais effectivement, c'est vraiment, c'est profond à l'intérieur de moi. Et je voudrais dire un grand merci aussi aux aidants parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ça fait partie aussi de la guérison, on va dire, de tous nos proches. Et ils travaillent aussi en silence derrière, et avec double travail des fois, etc. Donc merci à mes parents, merci à mes frères et sœurs, merci à ma famille, merci aux soignants, merci aussi aux professeurs, parce que effectivement on en parle très très peu, mais c'est comme ça que j'ai grandi et c'est grâce à eux aussi que j'en suis ici et là maintenant. Eh ben, on est super content d'avoir entendu ton témoignage. Merci beaucoup. Merci Myriam et bonne route. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.